Pour beaucoup, Mercedes-Benz évoque surtout les voitures des années 70-80, avec moteur diesel capable de parcourir 1 million de miles. Des boîtes manuelles à 4 ou 5 vitesses et des automatiques simples restaient intactes. La technologie était simple mais révolutionnaire pour l'époque. En plus de cela, Mercedes-Benz essaie maintenant continuellement d'innover. Cependant, il y a en fait de nombreuses raisons et problèmes avec ma voiture en particulier qui vont prouver et valider sans l'ombre d'un doute que les nouvelles voitures ne sont pas fabriquées comme les anciennes Mercedes. 5 raisons. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Vous verrez juste là, fabriquées en Allemagne. Eh bien, vous savez quoi ? De nos jours, toutes les Mercedes-Benz ne sont pas fabriquées en Allemagne. Beaucoup d'entre elles sont fabriquées en Europe de l'Est. Beaucoup sont fabriquées aux États-Unis. Certaines sont fabriquées en Allemagne. Beaucoup affirment que les BMW et Mercedes-Benz les plus fiables sont celles construites dans leur pays d'origine. Le contrôle qualité est important. De plus, beaucoup de ces modèles font désormais sous-traiter leurs pièces et leurs matériaux. Beaucoup des moteurs modernes aujourd'hui sont soit conçus, fabriqués, ou sont une variante provenant d'autres constructeurs automobiles, des entreprises comme Renault par exemple. Mercedes-Benz, comme beaucoup d'autres, mise aussi sur la chaîne d'approvisionnement pour rogner sur la qualité et réduire les coûts. Beaucoup de ces voitures sont similaires, utilisant souvent les mêmes plateformes, moteurs et transmissions ailleurs. Et parfois, ces endroits n'ont tout simplement pas le même contrôle qualité que beaucoup de voitures fabriquées en Allemagne dans les années 60, 10 et 80. Il y a des décennies, la plupart des Mercedes-Benz fabriquées en Allemagne avaient des tolérances et des contrôles beaucoup plus stricts pour garantir la qualité et la durabilité. Puis, les choses ont commencé à changer. Et je regarde la fin des années 90 tout à coup, des véhicules comme le ML qui étaient fabriqués aux États-Unis et beaucoup de ces produits ont commencé à manquer d'éclat. Les pièces ont commencé à se détériorer. Nous avions un ML500 de 1998 ou 99 et nous trouvions que le moteur était bon. C'est leur 5 litres. Mais ce qui n'allait pas, c'était les cendriers, porte-gobelets, toits ouvrants, lève-vitres. Toutes les pièces en plastique se désagrégeaient dans vos mains. C'était un signe clair qu'un changement s'était produit chez Mercedes-Benz. L'avancée de la technologie signifiait qu'ils allaient rogner sur la qualité, soi-disant, selon ma perception, d'autres manières. Chaîne d'approvisionnement, composants. Ils ont cherché des moyens d'essayer de maintenir ce niveau de compétitivité maintenant qu'il y avait de nouveaux acteurs sur le marché, comme la Lexus LS qui est arrivée et a soudainement défié Mercedes-Benz. Et maintenant, Mercedes devait trouver des moyens plus créatifs de faire du profit, tout en offrant un produit que beaucoup de clients voulaient, non. D'après moi, le modèle ML n'était pas si bon. Les moteurs et transmissions étaient en solide, mais le reste mal construit. Les plastiques se désagrégeaient, la carrosserie rouillait vite, ce qui ne reflétait pas bien la marque. Avec les changements successifs de PDG et de priorités, on pouvait commencer à voir cette évolution. À la fin des années 90 et au début des années 2000, beaucoup de leurs voitures, comme la classe S, faisaient partie des pires voitures et modèles de leur génération que l'on pouvait trouver. Pourquoi ? Parce qu'on insistait sur la réduction des coûts de production. Entre-temps, ils ont créé des produits moins bien fabriqués. La chaîne d'approvisionnement, la fabrication à l'étranger et l'utilisation de pièces et de matériaux sous-traités montraient moi que la voiture n'était plus faite comme avant. Pour moi, c'est une indication classique. Beaucoup de ces pièces dont nous parlerons, et je vais vous donner des exemples classiques de pourquoi cette voiture n'est plus construite comme avant. Cela nous amène donc au point numéro 2, la réduction des coûts sur les matériaux. Et je veux vous donner quelques exemples de la façon dont notre Mercedes-Benz dernier modèle confirme bien les problèmes que nous constatons, ce qui prouve que la qualité n'est pas au rendez-vous. Les matériaux ne sont plus ceux d'autrefois. Avant, ils ne se désagrégeaient jamais. Tout était solide, tout était bien ajusté. Voici un exemple classique. Nous avons cette garniture à la base de la fenêtre avec des cloques qui apparaissent ici. Je ne sais pas ce qui se passe ni pourquoi. Je veux dire, on garde la voiture généralement assez propre. Même sur les routes salées, j'ai vu beaucoup de voitures qui avaient 10 ou 15 ans de plus que celle-ci et qui n'avaient pas ce genre de problème. Mais ça ne s'arrête pas là. Voici le point suivant. Vous remarquerez toute cette condensation dans le feu arrière. Beaucoup de voitures rencontrent ce problème, surtout avec les feux à LED, car ils ne génèrent pas assez de chaleur pour évaporer l'humidité qui s'y accumule. Donc cela arrive de temps en temps, mais c'est quand même un signe qu'il y a une fuite au niveau du joint quelque part, et c'est un problème. Voici le problème. Par exemple, il y a quelques années, nous avons eu un souci avec notre voiture en franchissant un passage à niveau qui n'était pas particulièrement raide.
Ce passage à niveau ressemblait aux autres que j'avais déjà franchis plus d'une centaine de fois avec mes voitures. Et puis, tout à coup, ceci s'est détaché. Pourquoi cela s'est-il produit? C'est la vraie question. Sur ce type de voiture, les panneaux de carrosserie ne devraient jamais se détacher. Celui-ci est vraiment tombé et pendait à 1 centimètre. Même encore aujourd'hui, après qu'on l'a ramené chez le concessionnaire et qu'ils l'ont réparé, tout remis en place, tout réemboîté. Il y a encore un peu de jeu ici, je n'appuie pas fort, mais pour moi ça montre que ce n'est pas vraiment bien construit. Et on peut même voir tout le panneau bouger un peu quand j'appuie dessus. Regardez ça. Vous verrez tout le panneau bouger de cette section jusqu'ici quand j'appuie légèrement dessus. Je n'appuie pas fort, mais il y a du jeu. Et parfois il est vrai qu'il faut un peu de jeu. Tout rendre rigide provoque cassure, vibration ou détachement. Mais cela montre qu'avec toute cette utilisation intensive de plastique, il faut laisser un peu de flexibilité. Sinon ça pourrait simplement casser ou se détacher. Mais laissez-moi vous montrer l'intérieur. D'autres exemples de problèmes de contrôle qualité sont présents dans cette voiture. Maintenant, regardons ici, dans la section centrale, juste là. Et regardez, tout à coup, on a ce petit problème ici. Pourquoi avons-nous des cloques sur cette garniture? Pourquoi cela se produit-il? Nous n'utilisons pas de produits chimiques agressifs. La finition piano tient bien. Pourquoi a-t-on des cloques sur une garniture en plastique comme celle-ci? Cela ne devrait pas arriver. En plus, quand on regarde autour, ça a l'air magnifique. J'adore l'apparence générale du design, mais c'est cette utilisation excessive de plastique et la mauvaise qualité, selon mon opinion personnelle. On ne voyait jamais cela dans certaines vieilles Mercedes, comme celle-ci. Tu vois ? Je veux dire, certaines parties sont agréables au toucher. Ces palettes de changement de vitesse sont vraiment agréables à utiliser. Elles donnent une impression de solidité. On sent qu'elles sont bien assemblées. C'est pareil pour ces boutons. Si tu les aimes, ils fonctionnent bien et sont fermes. Ils ne cliquettent pas. C'est bien assemblé. Donc il y a certains éléments qui semblent vraiment bien tenir et qui ont leur place dans une Mercedes-Benz moderne, mais pas tout. Comme je l'ai dit, tu as des grincements et des cliquetis ici. Et juste ici, tu as cette pièce rétractable qui est bêchée l'enrouleur de ta ceinture de sécurité. Ce truc sort. Parfois, ça cliquette un peu et ça fait du bruit. Et maintenant, quand on roule sur des bosses et des fissures, beaucoup de ces bruits, les chocs, les grincements et les vibrations, tout le châssis se tord un peu. Et pour moi, c'est un signe que tout fait beaucoup trop plastoc aujourd'hui. Ici aussi, c'est notre haut-parleur de porte. Et ce que nous avions là, c'était un exemple du même problème avec ce panneau là-bas. Quand celui-là s'est détaché, celui-ci s'est détaché aussi. Ce haut-parleur s'est en fait détaché dans le panneau de porte en même temps. Je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Mais oui, en effet, ces pièces ici ne sont parfois pas très bien maintenues, ensemble. Trop de clips de retenue en plastique, vous savez, trop de pièces qui s'emboîtent, vous savez, des pièces où il faut ces outils spéciaux. Vous savez, ces fourches peurées en plastique pour vraiment tout démonter. Je veux dire, regardez même ici. Voici un autre exemple juste là. Pourquoi avons-nous du plastique comme ça qui se détache un peu? Ce sont d'autres exemples de ce que nous voyons. Je veux dire, bien sûr, beaucoup de voitures ne sont pas construites parfaitement, mais j'ai vu des voitures qui n'ont vraiment aucun de ces problèmes. J'ai vu des marques, et on pourra en parler dans de futures vidéos, mais je ne sais pas pourquoi ça arrive. Les grincements, les cliquetis, même si c'est agréable à regarder, l'ergonomie est excellente. La qualité donne vraiment l'impression qu'ils en perdent un peu à cause de l'utilisation de plastique, de fixation et de composants assemblés par clip. Mais regardons sous le capot. Mais sous le capot, vous ne trouverez pas ce qu'il y avait dans une ancienne Mercedes comme la BW124 ou la BW140. Au contraire, vous allez voir beaucoup plus de plastique dans la plupart des Mercedes-Benz modernes. Et beaucoup de gens vont dire, bien sûr, on réduit le poids et ce poids en moins aide à l'efficacité, vous donne une meilleure consommation de carburant, une meilleure accélération, il y a moins de poids à traîner. Nous n'avions pas ce genre de problème. Et chose étrange, les voitures pèsent toujours autant aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans parce qu'ils ajoutent maintenant encore plus d'autres trucs inutiles. Et maintenant, ils doivent compenser tout cet équipement de sécurité supplémentaire en ajoutant des pièces en plastique et en réduisant la quantité de pièces de qualité. L'aluminium et l'acier sont remplacés par de nombreuses pièces en plastique. Je veux dire, regardez ici. C'est un exemple classique, ça a l'air un peu fragile. Il y a beaucoup de plastique dans des pièces comme celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment fragile. Du plastique, du plastique.
Je veux dire, si vous regardez des pièces en plastique comme ça se soulève un peu, vous appuyez ici et ça bouge de l'autre côté. Du plastique, bon, c'est très bien. C'est un joli élément décoratif, aucun problème avec ce type de pièces. Mais si vous regardez bien, beaucoup de ces pièces sont des raccords à emboîter en plastique. Les tuyaux de refroidissement ont tous ces raccords. Il n'y a que du plastique partout dans ces voitures. Je veux dire, quand vous appuyez simplement ici, vous verrez beaucoup de flexibilité et beaucoup de mouvement. Et il y a des pièces à un certain niveau qui vont s'emboîter ou se détacher. Même ici, maintenant, ils ont utilisé dans la W2 105 beaucoup plus d'aluminium et ils ont réduit la quantité d'acier dans le châssis afin de perdre du poids. Oui, cela permet une meilleure économie de carburant et de meilleures performances techniques, car il y a moins de poids à transporter. Mais vous avez des pièces et en général, on sait ce qui arrive à l'aluminium. Il a tendance à gonfler et à se déformer à cause des variations de température, ce qui devient plus problématique avec les changements chaud-froid. C'est encore plus vrai pour les composants électriques. L'aluminium, bien que léger, n'offre pas la longévité des anciennes Mercedes-Benz, mais il l'utilise bien plus ainsi que d'autres pièces co-similaires. On ne voyait jamais ça dans les anciennes voitures comme les WCent 24 et 140. Des voitures qui atteignaient 800 000 ou 1 300 000 km ne dureront plus aussi longtemps. Je crois vraiment qu'au mieux, beaucoup de ces voitures n'iront peut-être que jusqu'à 400 000 km si vous avez fait tout l'entretien nécessaire, même plus, et si vous avez un peu de chance. Si vous avez vraiment de la chance, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, beaucoup de plastique, beaucoup d'aluminium et d'autres composants. Regardez ça. Même des pièces comme celle-ci, il y a beaucoup de plastique. Vous voyez, ce ne sont pas les raccords en plastique qui manquent. Comme ces pièces en plastique, chaque fois que vous démontez des éléments comme ceux-ci, ça commence à s'user ou vous pourriez les emboîter. Vous serrez une fois, puis une fissure apparaît et la patte ou l'oreille casse. Ça arrive souvent. Je veux dire, tous ces capteurs et raccords supplémentaires comme ceux-ci, ça casse et les mécaniciens détestent vraiment ça. Ils n'aiment pas ces raccords car il est difficile de les défaire et de comprendre comment les enlever. Ensuite, vous forcez, quelque chose casse, et vous devez le scotcher ou remplacer le faisceau, c'est la bonne méthode. Il y a simplement plus de risques, avec tous les capteurs, équipements, connecteurs et pièces en plastique supplémentaires sous le capot. Et nous avons commencé à voir certains de ces problèmes parce que nous avions un véhicule. Le nôtre a en fait été vérifié après un entretien. Il a été lavé sous le capot. L'atelier de service a en fait décidé de faire un nettoyage sous le capot parce qu'il y avait une fuite d'huile et que c'était un peu sale et poussiéreux. Donc contrairement à ce que nous avions demandé, nous n'avions jamais demandé cela, mais ils l'ont quand même fait. Et depuis ce moment-là, nous avons eu des bugs aléatoires, des problèmes avec toutes sortes de voyants d'avertissement et de messages d'erreur au tableau de bord. Et beaucoup seraient d'accord pour dire que pulvériser de l'eau sous pression sous le capot, avec tous ces capteurs et ces pièces, même s'ils le disent, et que les concessionnaires vous diront à chaque fois qu'ils sont étanches et scellés. Ce n'est jamais une bonne chose à faire, et parfois l'eau parvient à s'infiltrer dans certains de ces capteurs et certains de ces raccords. Et puis tout à coup, voilà que vous vous retrouvez avec une série de problèmes qui prennent des heures et des heures à diagnostiquer, ou alors vous apprenez simplement à vivre avec, ce qui est un peu notre cas en ce moment. Le problème suivant, c'est l'utilisation massive de beaucoup d'électroniques modernes. Elles sont trop complexes. Le système MBUX moderne, alors que celui-ci est l'ancienne version. Ce n'est pas le MBUX, c'est le système pré-MBUX. Mais beaucoup de ces grands écrans tactiles, tableaux de bord numériques, en général c'est une recette pour l'échec. Ils sont excellents quand ils sont neufs et ils sont très bien pendant les premières années, tant que vous avez une garantie. Mais imaginez-vous dans 8, 10, 12 ans, tout à coup votre affichage numérique ne fonctionne plus. Et vous vous retrouvez avec une facture de réparation de 4 200 $ pour réparer votre affichage. Vous ne pouvez pas conduire sans lui. Dans de nombreux cas, beaucoup de ces systèmes sont même liés au système et aux aides à la conduite. Et très souvent, vous ne pouvez même pas conduire votre véhicule. Vous savez, beaucoup de l'électronique moderne signifie simplement que vous allez avoir des bugs, plus de problèmes, plus de soucis. Je veux dire, ces voitures sont bourrées de technologie de nos jours. Et beaucoup de ces éléments sont imposés. Beaucoup de ces voitures sont construites en fonction de ce que les gouvernements et les régulateurs recherchent en matière de sécurité. Des choses comme les caméras de recul. Vous ne pouvez même pas éviter ça, c'est maintenant une obligation. Et c'est pareil pour le système d'arrêt-redémarrage. Vous connaissez les anciens systèmes Start-Stop. Cela a récemment cessé d'être obligatoire. Mais jusqu'à ce moment-là, de nombreux constructeurs, comme j'ai entendu dire même Honda par exemple, ne veulent pas forcément revenir en arrière là-dessus, parce que maintenant, c'est un problème d'outillage.
Cela pourrait coûter plus cher de retravailler leurs produits pour retirer cela du système, seulement pour craindre que cela soit de nouveau imposé, peut-être dans 5 ou 10 ans. Qui sait? Beaucoup de constructeurs continuent d'installer cet équipement, même si les obligations sur certains éléments ont été levées. Beaucoup de technologies ajoutent une complexité que les anciennes Mercedes n'avaient pas. Elles n'avaient pas de grands écrans, elles n'avaient pas tout ça à gérer, elles n'avaient pas tous ces boutons haptiques capacitifs, elles n'avaient même pas ces boutons sensibles au toucher. Elles n'avaient pas d'écran numérique, tout comme celle-ci. Mais si cette section centrale numérique tombe en panne, cela peut coûter des milliers de dollars. Les anciennes voitures n'avaient pas ce problème. Elles avaient essentiellement une série de voyants avec de petites LED ou de petites ampoules derrière eux, et elles avaient, vous savez, un compte-tour ou un compteur de vitesse. Et c'était assez simple. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait mal tourner là-dedans. Il y avait essentiellement un câble de compteur de vitesse qui descendait jusqu'à la transmission. Et c'était vraiment tout ce qu'il y avait. Et il y avait beaucoup moins de choses susceptibles de tomber en panne. Mais ce que nous voyons avec beaucoup de voitures, et Mercedes ne fait pas exception. Peu importe que vous conduisiez une Audi, une BMW ou autre chose, ils vont tous avoir des problèmes similaires. La technologie, beaucoup d'entre elles sont partagées. Vous savez, beaucoup de constructeurs partagent la même technologie. Ils la retravaillent simplement pour l'adapter à leur plateforme. Mais beaucoup de choses proviennent des mêmes fournisseurs, et cela signifie simplement que les mêmes problèmes vont se produire partout. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous faites vraiment une recherche sur la fiabilité et les pannes courantes de beaucoup de voitures aujourd'hui, ce sont bien plus souvent des problèmes avec les systèmes d'infodivertissement, des bugs électroniques, des aides à la conduite, plutôt que des soucis mécaniques. Il y a moins de problèmes mécaniques qu'avec beaucoup d'électronique aujourd'hui, c'est la règle générale actuelle. C'est simplement ce qu'on voit le plus souvent dans les ateliers de mécanique, davantage de problèmes électroniques et beaucoup moins de problèmes mécaniques. Même des entreprises comme RAM proposent désormais une garantie moteur de 10 ans. Kia et Hyundai, même si je ne les recommande pas car je trouve leur qualité moyenne, proposent une garantie de 10 ans sur les groupes motopropulseurs. Beaucoup de constructeurs fabriquent de meilleurs moteurs. Certaines transmissions, pas vraiment, comme les CVT de Jatco. La plupart des pannes sont dues à des problèmes électroniques, notamment avec ces grands écrans inexistants il y a 15 ou 20 ans. Vous savez, même certains de ces boutons, il y a des boutons mignons. Il y a plus de choses qui peuvent te tomber en panne. Il y a plus de boutons, plus de commandes. Vous voyez, on a des doublons ici. Nous avons ce petit bouton rotatif ici, mais nous avons aussi celui-ci, et vous pouvez utiliser les deux. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Et oh, regardez, encore des rayures. C'est en fait un autre indice. On a parlé de qualité. Regardez-moi ça. Regardez ces fissures. Je ne sais pas si c'est fendu ou cassé ou quoi, mais regardez, encore des problèmes. Vous voyez? Fissures, coupures, éclats. Je ne sais même pas ce que c'est, mais cela prouve que ces plastiques sont moins solides que ceux des anciennes voitures. Encore plus de changements sur les groupes motopropulseurs ont été un gros problème. Il n'est donc pas étonnant que Mercedes-Benz ait presque abandonné tous ces moteurs atmosphériques. Vous savez, leur V6 de 3,5 litres, leur gros moteur. V8, vous voyez, les V8 de 6,2 litres, les V8 de 5 litres. Je pourrais vous donner une liste de nombreux excellents moteurs V8 et V6 atmosphériques qu'ils ont eus. Ils ont presque tout remplacé par des moteurs turbo-compressés. Désormais, nous avons ici des moteurs turbo de 2 litres. Et en fait, la C63S, qui avait auparavant un V8 biturbo de 4 litres, et avant cela, un moteur atmosphérique de 6,2 litres maintenant, ce qu'on trouve, c'est un 4 cylindres turbo de 2 litres avec une assistance hybride. Oui, c'est plus performant, plus efficace, consomme moins de carburant, ce qui présente de nombreux avantages. Mais pour le vrai passionné pur et dur, ça ne répond pas à la question. Et ce n'est pas aussi durable et robuste non plus. Oui, beaucoup de ces moteurs 4 cylindres turbo à injection directe peuvent durer longtemps s'ils sont bien entretenus. Ils sont plus capricieux, chauffent plus et travaillent plus dur. Et honnêtement, en cas de panne, c'est plus complexe et difficile à diagnostiquer et réparer. En fait, nous avons eu un défaut de ventilation positive du carter sur cette voiture l'année dernière. Un code d'erreur est apparu, révélant qu'il fallait changer la valve de ventilation du carter. Beaucoup diraient, sur mon ancienne Honda, ça m'a coûté 49. Je l'ai fait moi-même et c'était terminé en 15 minutes. Pas ici. Sur celle-ci, tout est acheminé à travers tout le système. C'est caché dans des recoins partout. Et maintenant, ça veut dire 7 heures à l'atelier. Si ce n'est pas une grosse catastrophe, c'est uniquement parce que le concessionnaire ou le constructeur a reconnu que cela semble être un problème. Et ça semble continuer et ils ont ajouté une garantie prolongée supplémentaire jusqu'à 10 ans pour tous ceux qui utilisent ce moteur.
Le 2 litres Turbo 4, l'atmosphérique, c'est le moteur longitudinal comme on le trouve dans la C300 ou le GLC 300 et beaucoup d'autres modèles. En résumé, la complexité implique désormais câblage, routage, conduite d'huile, de refroidissement, turbo et injection directe. Tu dois utiliser une huile spéciale et des additifs pour éviter que ton moteur n'explose. Les choses évoluent. Avant, avec ces vieux moteurs diesel sans FAP ni additifs pour l'échappement diesel, tu n'avais pas à t'en préoccuper. Certes un peu polluants, ils fonctionnaient parfaitement sur des centaines de milliers de miles. Mais les choses ont changé. Les voitures sont moins robustes qu'avant et ne dureront pas aussi longtemps. Bien sûr, on peut reconstruire et réviser quelque chose encore et encore, mais on n'obtiendra jamais 1 million de miles avec un 4 cylindres turbo de 2 litres. Ça n'arrivera pas. Atteindre 200 000 miles, c'est avoir de la chance. Ici, la transmission est une automatique à 9 vitesses. Trop de vitesses, trop de changements de rapport, c'est complexe et cher. Tu sais, et malheureusement, mes anciennes transmissions, beaucoup des anciennes Mercedes, surtout en Europe, avaient des boîtes de vitesse manuelles. C'était économique, facile à entretenir, et l'embrayage pouvait durer toute la vie si bien conduit. Même si ce n'était pas le cas, tu parles d'un embrayage à 1 000 $ et tu es tranquille pour encore 450 000 km. Les boîtes automatiques à 5 vitesses étaient également indestructibles. Oui, il y en a eu de mauvaises, mais elles étaient plus simples, avec moins de vitesse et plus robustes. Les groupes motopropulseurs étaient donc plus simples, sans la complexité actuelle. Ces moteurs sont bruyants. On a eu des soucis avec la valve PCV, des fuites d'huile et de liquide de refroidissement, alors que certains anciens moteurs atmosphériques étaient parfaits. Mon ancien V8 atmosphérique de 5 litres que j'avais dans mon vieux ML était indestructible. Sur ce moteur qu'on a gardé environ 7 ans, je n'ai eu que 2 choses à faire. J'ai changé la pompe à eau mécanique. C'était facile et fait en quelques heures. J'ai également remplacé un capteur de vilebrequin ici. J'ai retiré la roue pour y accéder, il était un peu caché côté moteur. La réparation n'était pas difficile. Le moteur tournait sans démarrer. J'ai remplacé ça pour, je crois que c'était environ 90 $. Le coût de la pièce, et puis j'ai fait la main-d'œuvre moi-même. Donc c'était simple, c'était fiable, et ils n'étaient vraiment pas très sollicités. C'est ça le secret. 200, et je crois que mon V8 5 litres avait environ 250 chevaux avec un moteur V8 atmosphérique 5 litres de cylindrée. Ce moteur ne force vraiment pas. Tu obtiens la même puissance avec ce 4 cylindres turbo de 2 litres. La moitié des cylindres, la moitié de la cylindrée, même moins de la moitié de la cylindrée. Tu bénéficies désormais de la puissance de l'économie de performance. Mais c'est la longévité qui en pâtit. La suivante, bien sûr, c'est la suringénierie que Mercedes ne semble plus prendre aussi au sérieux qu'à l'époque. Autrefois, de nombreux constructeurs allemands, pas seulement Mercedes, mais ils étaient parmi les plus avancés, pensaient bon qu'il fallait surconcevoir et surdimensionner les produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Il fallait changer quelques pièces, mais cela valait la peine car ces voitures pouvaient parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Mais les choses ont changé parce qu'il y a autre chose qu'ils appellent l'obsolescence programmée. Maintenant, il semble que beaucoup de ces constructeurs conçoivent et fabriquent ces voitures en tenant beaucoup plus compte de la durée de vie couverte par la garantie. En d'autres termes, ils veulent que ça dure 3, 4, 5 ans, mais une fois la garantie expirée, ce n'est pas grave si ça commence à tomber en panne et à vous laisser tomber. Cela pousse simplement le client à vouloir aller l'échanger contre la prochaine Mercedes-Benz dernier cri. Le fait est que c'est conçu pour durer 4 ou 5 ans parce que c'est vraiment la période pendant laquelle le propriétaire moyen d'une Mercedes-Benz la garde, du moins du premier propriétaire. Et voyez, ils la garderont 4 ans, il pourrait avoir un souci. C'était le début, un peu ce n'était que le début, le premier signe des ennuis. Mais ils y vont en disant « Oui, on a eu un souci, une pompe à eau, mais sinon elle était irréprochable. » Et ils achèteront leur prochaine Mercedes en pensant « Oui, notre expérience était parfaite. Notre Mercedes était parfaite. » Mais si vous êtes le 2e ou 3e propriétaire et que vous gardez la voiture 8, 10 ou 12 ans, davantage de problèmes surgiront car elle n'est plus surconçue comme avant. Au lieu de surconcevoir pour la durabilité, c'est surtout une question de priorités différentes. Comme déjà dit avec les petits moteurs, les boîtes à plusieurs vitesses, les transmissions et l'hybride, dans certaines voitures. C'est vraiment davantage une question d'efficacité, de réduction des émissions et bien sûr de coût pour le constructeur. Ce qui veut dire qu'en utilisant beaucoup plus de plastique, cela permet forcément de réduire les coûts quelque part. Vous savez, si vous pouvez extruder ces types de pièces en plastique, imprimer en 3D ces pièces en plastique, cela va vous faire économiser énormément d'argent plutôt que de faire usiner quelque chose en aluminium.
C'est pourquoi ils réduisent les coûts, cherchent l'efficacité, et ils disent que tout cela est bon pour la performance. Et c'est ce qui fait vendre. Mais au final, c'est l'acheteur qui paie le prix à la fin. Avoir des pièces comme ça et du plastique qui semblent simplement lâcher, les pièces ne sont plus faites pour durer comme avant. Et pour moi, c'est une preuve, c'est une validation. En plus de ça, beaucoup de ces pièces sont trop complexes. Ça revient à l'électronique. Tiens, mais je veux juste réitérer, un phare, ça coûte 1000 $ pour un nouveau phare. Si vous le faites 2 fois, faites le calcul. On peut vite finir une voiture comme celle-ci à la casse après un incident. Donc ce ne sont pas des véhicules bon marché à entretenir, et ils sont certainement beaucoup plus chers à garder sur le long terme. Cela dit, il est peu probable que nous gardions la voiture pendant 25 ans non plus. Donc la longévité d'1 million de miles n'est même plus quelque chose qui intéresse les clients. Les gens ont une attention plus courte, ils essaient, puis se lassent au bout de 2 ou 3 ans et veulent changer de voiture. Donc Mercedes et tous les constructeurs automobiles de nos jours savent exactement que c'est cet état d'esprit. Ils n'ont pas besoin de les faire durer 1 million de miles, car personne ne les garde aussi longtemps. Ce n'est pas non plus une séance de dénigrement. Ceci est simplement une comparaison entre la façon dont ils construisent les voitures aujourd'hui et la façon dont les voitures étaient construites par Mercedes-Benz il y a 20, 30 ans et plus. On aime toujours notre voiture. Elle grince, elle cliquette, mais vous savez quoi ? Elle est toujours agréable à conduire. Elle est économique, elle a toutes les bonnes options et elle a aussi un look plutôt sympa. On aime son apparence. Cette voiture a fière allure et nous allons continuer à la conduire un moment. Mais je voulais juste partager cette histoire parce que oui, en fait, ce sont des vérités et des faits sur les raisons pour lesquelles les Mercedes modernes ne sont plus construites comme avant. Avec toute la complexité et les problèmes que beaucoup de Mercedes modernes rencontrent, voilà la liste des seuls que j'achèterai en 2026. Si vous avez envie de faire des achats, allez y jeter un œil. Vous pourriez y trouver ce que vous cherchez. À très bientôt tout le monde. On se reparle alors. Au revoir.